événement, cette deuxième rencontre d'Hippocrate sur le thème des grandes questions de bioéthique au XXIe siècle dans le cadre des révisions des lois de bioéthique. Donc quelques mots avant de donner la parole au professeur Christian Hervé qui présentera les intervenants. Je remercie déjà tout le monde d'être là, mais aussi nos intervenants et le professeur Hervé. Je remercie également les doyens. Je remercie le doyen Dubus de sa présence, les présidents Roche et les présidents Bocas qui sont partenaires, qui sont co-organisateurs de ces rencontres. Je rappelle que ces rencontres sont co-organisées par l'Université de Bordeaux, Faculté de médecine et Faculté de droit, et le Conseil départemental de l'Ordre des médecins. Sans eux, nous ne pourrions pas avoir ces rencontres sur Bordeaux, et donc je les remercie pour leur soutien et leur confiance. Nous avons également un partenaire qui vient de rejoindre, c'est l'espace de réflexion d'éthique de la Nouvelle-Aquitaine, et je remercie ces membres éminents pour leur confiance, et également avec le soutien du groupe Pasteur Mutualité. Juste une petite information sur les prochaines rencontres d'Hippocrate. Donc vous avez une prochaine rencontre qui se tiendra le lundi 1er octobre, 18h30, 20h30, sur le thème le futur de vieillir. Nous avons deux spécialistes, enfin surtout un grand spécialiste, Jean-Pierre Michel, qui est de renommée internationale et qui viendra à Bordeaux nous présenter un petit peu ce que c'est ce nouveau concept. Et le professeur Jacques Batin sera son conférencier. Ensuite, nous aurons une rencontre le lundi 12 octobre sur le secret médical à l'épreuve de la protection de l'enfance par le professeur Gautenoir et le médecin Pascal Billet qui exerce au CHU de Bordeaux. Voilà. Donc voilà, notez bien ces événements. Toutes les rencontres sont filmées. Vous pouvez les retrouver si vous n'avez pas assisté sur notre site. Je précise que cette rencontre se terminera par une série de dédicaces, puisque nous avons la chance que le professeur Roger Gilles vient de publier un livre sur les grandes questions de bioéthique sur le thème de cette rencontre et qui procédera à une série de dédicaces à la fin de cette rencontre. Je vous remercie. Je donne la parole sans tarder à Christian Hervé. Merci beaucoup. Et on va peut-être donner la parole à M. Foucault, s'il veut bien. Vous avez la parole en premier. Vous êtes un organisateur. Oui, juste deux mots pour vous remercier d'être nombreux ce soir pour assister à cette rencontre d'Hippocrate, qui pour moi me fait un petit coup au cœur, puisque avant-hier j'étais encore dans l'amphi de médecine à essayer de préparer le concours, et le professeur Biolac était un de mes maîtres. Alors aujourd'hui ça me fait une petite pointe au cœur de vous accueillir pour cette rencontre et d'accueillir le professeur Gilles. Voilà, je vous remercie à tous et j'espère que, et je n'en doute pas, le débat va être d'une grande qualité. Peut-être que le doyen de médecine veut dire quelques mots, puisqu'on va parler quand même de ces... Bon, rien de spécial, bonsoir à tous. Je ne vais pas retarder les débats. On attend avec impatience notre orateur et je suis, comme notre président de l'ordre, ravi de vous voir très nombreux lors de cette soirée et ravi de pouvoir organiser avec la faculté de droit et avec l'ordre ces journées. Merci. Ces soirées. Nous pouvons remercier en effet tous les organisateurs, car nous avons ce soir un moment particulièrement important. Pourquoi ? Parce que nous avons deux professeurs qui sont tous les deux, vous l'avez vu, professeurs émérites. Alors il y a deux exceptions. La première, c'est qu'il jouit des honneurs de la charge qu'il a quittée. Bon, c'est pas extraordinaire quand même, mais là on est avec ces deux-là, ici présents, ces deux professeurs émérites, dans la deuxième acception, c'est-à-dire qu'ils ont été et qui sont remarquables autant dans une science que dans une pratique. Et c'est tout à fait l'intérêt, de la réflexion éthique. Depuis 40 ans que j'ai essayé de la développer, je dois avouer que j'ai tout le temps eu un peu peur de ceux qui s'inventaient avoir une réflexion sur le sens de choses qu'elles ne faisaient pas. Et c'est pour ça que j'ai tout le temps pensé qu'il était important que les médecins eux-mêmes, bien sûr, travaillent avec les philosophes, les juristes, on est dans la faculté de droit, avec les anthropologues, les sociologues, etc., en interdisciplinarité, mais surtout qu'ils soient présents en tant que praticiens, soit de la recherche, n'est-ce pas, ou alors de la clinique. Alors plus avant, moi je suis très heureux parce que Bernard Bouliac, je l'ai invité à la faculté de Necker, il ne s'en rappelle pas,
je suppose en 1993, parce que nous sommes là dans une réflexion sur les lois de bioéthique. Or, les premières lois de bioéthique ont été construites par 2 personnes. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous, si je vous demandais, c'est pourtant d'actualité, quels ont été les 2 premiers qui ont, d'ailleurs en parité, car il y avait une dame dedans, qui ont travaillé, réfléchi et déposé un projet de loi. Est-ce que vous êtes capable de le dire? Est-ce que quelqu'un connaît les 2 noms? Ils sont très importants, ils sont d'une actualité. La première, c'est Yvette Roudy. Avec tout ce qui se passe sur le féminisme, l'harcèlement, regardez un tout petit peu, il y a déjà 25-30 ans. Et le deuxième, c'était Bernard Biolac. Et donc, à cause d'un changement de gouvernement, ça existe un tout petit peu, eh bien, ça a été la loi Mattei, alors que ça aurait dû être la loi Biolac-Roudy. Je me trompe ou pas? Mais oui, non, mais voyez comme quoi je vous dis la vérité de temps en temps. Le second, alors, Monsieur Gilles, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, j'ai pas été votre élève, malheureusement, j'aurais été très heureux, ni votre collègue. Par contre, j'ai plein de mes étudiants qui sont à Poitiers, qui vous connaissent très bien, et qui me disent extraordinairement bien, non seulement sur ce que vous êtes, neuropsychiatre, je crois, mais en plus, ce que vous êtes, c'était un excellent doyen. Et ça, je crois que c'était important de le dire, parce que organiser les études, la recherche dans une faculté, c'est très difficile, et vous en avez eu l'excellence. On va donner la parole à ceux pour lesquels tout le monde est venu, bien entendu, nos 2 conférenciers. Donc c'est vous qui allez commencer, n'est-ce pas? Et on sera amené après que tu aies parlé, une réaction particulièrement judicieuse, eh bien, on essaiera de poser, si vous voulez bien, tous des questions. Car c'est tout l'intérêt, en définitive, de ces rencontres Hippocrate. Donc, mon cher ami, remarquable, si tu veux bien prendre la parole. Voilà, merci à M. Clément pour son accueil, à M. Hervé, à M. Biolac. Nous voyons plus souvent depuis 2 ans qu'au cours des 20 ans précédents. Mais au cours des 20 ans précédents, nous avons eu quelques rencontres assez intenses. Et c'est vrai qu'il y a quelques souvenirs très très forts. C'est vrai, l'Assemblée nationale, je ne l'aurais pas connue sans vous. Et puis, oui, j'avais été un peu contestataire lors de votre visite comme député au moment. Et puis, la réponse a été très simple. J'ai eu un carton d'invitation pour être auditionné à une époque un peu difficile des comités d'éthique. Et puis alors évidemment, dans l'organisation de la recherche, quand j'étais doyen à Poitiers, vous avez toujours été présent quand on avait besoin de vous, de vos conseils, de votre expérience. Et puis maintenant, ça devient une habitude, quoi. Parler des débats en bioéthique, il est évident, il serait assez vain de lister tous les sujets. J'ai préféré essayer d'avoir une approche stratégique, c'est-à-dire travailler plus au niveau des concepts et de l'anthropologie, c'est-à-dire comment on est arrivé à concevoir des débats publics. C'est une interrogation qui est bien sûr extrêmement importante, qui a ses sources. Mais le problème des sources, c'est que parfois elles sont oubliées et on plonge dans la concrétude sans rétroviseur. Et si on ne sait pas bien d'où l'on vient, je ne sais pas si l'on sait très bien où l'on va. Alors, bioéthique, ce mot est jeune. Sa paternité est discutée. Était-ce en 1970 qu'il fut employé pour la première fois? C'est en tout cas ce qui est enseigné souvent en bioéthique. Un Américain, von Rensselaer-Potter, qui crée ce mot, bios et éthique, éthique de la vie. Et puis, il y a toujours des prophètes. On avait oublié le prophète, c'était 1927, le prophète. Un pasteur allemand qui s'appelait Fritz Jarr, et qui, lui, a créé le terme de bioéthique. Je crois que là, c'est vraiment le premier. Alors, il faut d'abord essayer de comprendre ce qu'est la bioéthique
Évidemment, il y a une définition facile qui est de procéder de la sommation des deux mots, éthique du bios. Et quand on dit éthique du bios, éthique du vivant, on se rend compte que pendant très longtemps, nous n'avons pas été fidèles au Créateur, puisqu'en fait, on l'a désigné longtemps sous le nom de bioéthique, l'éthique biomédicale. Or, l'éthique biomédicale est une vision, bien sûr, importante, mais néanmoins limitée de la manière dont aujourd'hui on souhaite comprendre et embrasser le concept de bioéthique. Mais alors, du coup, évidemment, dire que c'est l'éthique du vivant ou l'éthique biomédicale, l'éthique des sciences de la vie et de la santé, pour faire court, n'apprend pas grand-chose sur le sens du mot éthique qui a été adjoint. Alors, ce mot éthique, lui, est vieux. Il est vieux comme le monde, il est aussi vieux que la morale, puisque ça veut dire exactement le mot moral sur un plan étymologique. Une étymologie latine dans la morale, une étymologie grecque dans l'éthique. Dans les deux cas, ça renvoie à quelque chose comme mœurs, comportement, manière d'être au monde, manière d'agir, manière de se comporter. Et aucune distinction n'a pendant des siècles été opérée. Si nous disons éthique à Nicomaque d'Aristote, c'est parce qu'il l'a écrit en grec. Mais ça peut être morale à Nicomaque. Pendant très longtemps, ces deux termes d'éthique et de morale ne se sont pas distingués. Et alors, du coup, s'ils ne se sont pas distingués, ça permet de comprendre que mêlés, mixés, synonymes pratiquement, ils ont été à la source. Ils ont été une source d'abord des lois. Il est évident que les lois procèdent d'abord de codes moraux. Évidemment, la loi la plus célèbre, c'est la loi du peuple juif, la loi de l'Alliance en Israël, qui est une série de préceptes moraux, mais le peuple d'Israël n'avait pas de particularité dans les conduites quotidiennes par rapport aux autres peuples du Moyen-Orient. Et je prendrai comme seul exemple le peuple égyptien. Le livre des morts égyptien parlait de la pesée des âmes à la mort. Et dans la pesée des âmes à la mort, on répétait les grands principes. Ne pas tuer, ne pas voler, etc. La seule différence du peuple hébreu, c'était que sa loi était un code d'alliance entre Dieu et le peuple. Ça était la seule particularité, mais le contenu était le même. Et nous voyons d'emblée qu'il y a toujours de l'éthique ou de la morale à la loi, une relation d'irrigation qui, bien sûr, transforme la morale et l'éthique en règles de comportement. En règle de comportement, c'est-à-dire en règle qu'il est enjoint de suivre à défaut de subir des sanctions. Il y a dans la morale et dans l'éthique une seconde propension, non pas à sécréter de la en plus de sécréter de la morale et de la règle, c'est une propension à l'universel. Et je pense que ce point est aujourd'hui extrêmement important, parce que l'éthique telle que nous devons la vivre aujourd'hui doit retrouver ses sources, c'est-à-dire les valeurs qui l'animent. Et nous aurons l'occasion d'en dire un tout petit mot. Néanmoins, bien sûr, avec le temps, l'éthique et la morale se sont distinguées de la loi. Se sont distinguées de la loi parce qu'effectivement la loi, dans une société démocrate, dans une démocratie pluraliste, est votée par les représentants du peuple. Une fois votée, elle s'impose.
et le non-respect d'une loi expose à des sanctions. Eh bien, l'éthique ne peut être rien de tout cela. Elle ne peut pas être votée, même si le CCN le vote. Elle ne peut pas être votée, on n'est pas obligé de suivre, et il n'y a pas de sanction. L'éthique et la morale irriguent la loi, mais ne sont pas la loi. D'ailleurs, aujourd'hui où nous parlons de législation relative à la bioéthique, nous sommes devant un dilemme qui est l'authenticité de la sanction. Peut-on sanctionner en termes de loi de bioéthique? On l'a vu pour les pratiques de gestation pour autrui. Comment sanctionner? Qui sanctionner? L'enfant qui est né? Les parents qui sont partis et venus? Il y a là évidemment un statut particulier des lois relatives à la bioéthique. C'est que peut-être plus, et j'allais dire presque contrairement à d'autres lois, elles réclament une appropriation citoyenne. Elles réclament une infusion citoyenne. Alors, pourquoi aujourd'hui, après avoir distingué morale et éthique, mis ensemble de la loi, pourquoi distingue-t-on la morale de l'éthique? Distinguer la morale de l'éthique, il est d'usage de dire, ben non, c'est le même mot. Oui, seulement voilà, les mots, disent nos amis linguistes, n'ont pas de sens, ils n'ont que des emplois. On peut dire aussi des mots que ce ne sont pas les mots qui signifient, c'est l'homme qui les dit qui signifie. Et effectivement, avec le temps, les mots ont évolué. Les mots ont évolué parce que le mot moral renvoie à la règle, et plus précisément à un corpus de règles. Un corpus de règles, alors bien sûr, dans une société démocratique comme la nôtre, laïque, pluraliste, ces corpus de règles sont multiples. On peut décider d'adhérer à la morale chrétienne, catholique, protestante, juive, musulmane, de la libre pensée, bouddhiste. La particularité de la morale, c'est que on peut y entrer librement et on peut en sortir librement. On peut changer de corpus moral. Ensuite, le non-respect d'une règle morale n'impose pas de sanctions. Ou alors, pourrais-je ajouter, les sanctions ne sont pas de ce monde. Et donc, du coup, effectivement, le mot moral a acquis un statut particulier, un sens particulier, mais un sens qui, avec le temps, s'est connoté négativement. Les connotations, ce sont les franges affectives des mots, et le mot moral a souffert. Le mot moral a souffert pour un certain nombre de raisons. La première raison, c'est que entrer et sortir d'un corpus moral librement n'est valable que dans une démocratie pluraliste. Et les démocraties pluralistes sont dans le monde minoritaire. De même que les grandes questions de bioéthique que nous soulevons actuellement en France sont minoritaires à l'échelon des soucis de la planète. Et comme les démocraties pluralistes sont minoritaires, il existe des pays où les corpus moraux, religieux, sont confondus avec le pouvoir politique. Et que le retrait d'un corpus moral expose à une sanction qui peut être la mort. Et donc, du coup, le mot moral a commencé à souffrir. Mais même dans les démocraties pluralistes, on a cru pendant longtemps que les libertés étaient totales. C'était méconnaître des réalités anthropologiques. Et ceci a été montré en particulier à travers l'expérience des femmes africaines qui avaient souffert de l'excision clitoridienne dans leur jeunesse
qui viennent en France, qui sont à Paris, et qui bravent la loi française pour se faire exciser. Autrement dit, elles transgressent la loi pour obéir à un précepte moral, car il s'agit bien là, en l'occurrence, d'un précepte moral. Et alors évidemment, la question posée de savoir, mais pourquoi font-elles cela? Elles font cela tout simplement par peur que leur fille soit rejetée de la communauté. Et il a fallu prendre conscience de cette réalité très forte, c'est qu'une communauté, même dans une démocratie pluraliste, a un pouvoir considérable, c'est celle d'exclure de leur champ les personnes qui en font partie. Et c'est là où je rejoindrai certains travaux de neurosciences qui ont montré que les situations d'exclusion sociale activent sur le plan cérébral les mêmes zones que la douleur physique. On voit évidemment que ceci a été très contributif, y compris dans l'accompagnement, la prise en charge de la douleur, car faire des médicaments sans accompagner, sans que le malade se sente lié, inclus, est la pérennisation de la douleur sous une autre forme. Nous vivons hélas un clivage du corps et de l'esprit qui a voulu longtemps opposer les souffrances morales et les souffrances d'origine physique. Or, en IRM fonctionnel, ça ne marche pas bien et ça dit quelque chose. Le monde anglo-saxon parle aujourd'hui de social pain. Et à travers des expériences toutes simples d'ordinateur où on fait jouer un sujet avec 3 personnages qui se renvoient la balle et le sujet vivant est l'un d'eux et tout à coup la balle ne lui arrive plus, le sujet s'étonne, l'IRM fonctionnel montre l'activation des zones de la douleur. Donc effectivement, le concept de communauté est un concept extrêmement important car toute communauté a par essence sa puissance, même dans une démocratie pluraliste. Voilà pourquoi a surgi le mot éthique. Qu'est-ce que l'éthique? Eh bien, l'éthique est la réflexion morale. L'éthique est l'avenir de la morale. Si la morale est une réponse, l'éthique est une question. Si la morale est une certitude, l'éthique est un doute. L'éthique est une hésitation. L'éthique est un exercice de discernement. Et c'est avant tout un exercice de problématisation de conflits de valeurs. D'un côté, c'est bien de faire comme ça, mais d'un autre côté, c'est pas bien de faire comme ça. La gestation pour autrui, c'est bien qu'un couple accueille un enfant et l'élève et soit heureux. Mais d'un autre côté, il y a l'instrumentalisation du corps de la femme, le contrat, etc. Et donc, du coup, l'éthique, elle culmine dans ces dilemmes qui, par définition, n'ont pas de solution. Autrement dit, l'éthique ne connaît que des compromis. Le danger de la législation bioéthique, c'est que la loi édicte, et ensuite cette application décrète ou arrête en fonction du niveau du texte. Mais dans la réalité vécue, un dilemme n'a par définition pas de bonne solution. Ceux qui, en éthique, croient trouver des solutions, c'est ou bien qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'est l'éthique, ce qui est possible, ou bien surtout qu'il n'y avait pas de problème éthique. Or, c'est vrai qu'on aime parfois se gargariser de faux problèmes éthiques, d'éthique de comptoir, pour se donner l'impression d'une certaine puissance. Non, l'éthique, c'est un compromis. Le compromis est toujours un compromis instable, une zone d'équilibre. Et la différence avec la compromission, c'est que le compromis est conscient de son insuffisance. Il est une tâche jamais achevée. Et il n'y a pas d'éthique qui vaille sans insatisfaction, puisque l'attitude proposée va être une attitude qui, par définition,
ne va pas pouvoir résoudre la totalité de la problématique. Problématiser, c'est d'abord cela, faire de l'éthique. Alors, la bioéthique, donc, c'est cet exercice de discernement, cette tentative de répondre à la question « comment faire pour bien faire ?» Car la valeur de référence de l'éthique, c'est le bien, sachant qu'il ne suffit pas de faire le bien pour bien faire. Nous ne prenons pas. La question « comment faire pour bien faire ?» ne veut pas dire qu'il suffit de faire le bien pour bien faire. Ce serait vraiment trop simple. Alors, si le mot bioéthique a vraiment été utilisé à partir de la décennie 70, quelles sont ses racines historiques? Est-ce que ce mot a été une construction liée à la mode ou est-ce qu'elle a procédé d'une nécessité? Autrement dit, la question posée est quelles sont les racines historiques de la prise de conscience de la nécessité de la promotion d'une réflexion éthique? Difficile de faire de l'histoire qui vaille sur une aussi courte durée, et dans le temps que j'ai, et aussi dans les années qui se sont écoulées. C'est juste un descriptif. Je pense qu'on peut trouver deux racines majeures à la bioéthique. La première racine, c'est Nuremberg 1946. Nuremberg 1946, ça n'est pas un procès comme les autres. Bien sûr, il a jugé des criminels de guerre nazis, c'était des crimes abominables, mais il est évident que l'abomination n'est pas une spécificité nazie. Les crimes ne s'inscrivent pas sur une courbe Y égale à X plus B, où on mettrait les crimes nazis tout à fait en haut de la courbe. Les crimes nazis étaient des crimes d'un autre ordre, c'était des crimes contre l'humanité, terme aujourd'hui profondément galvaudé, y compris par nos hommes politiques. Le crime contre l'humanité est une atteinte à l'égale dignité des êtres humains, c'est tout. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. Et dès qu'on affirme qu'une partie des êtres humains s'exclut de la dignité plénière de l'humanité, eh bien on est en situation de crime contre l'humanité. La spécificité de Nuremberg ne tient toutefois pas seulement au crime contre l'humanité, elle tient à la prise de conscience au procès que les professionnels de santé dont la mission était la sollicitude ont participé à toutes les étapes de la politique nazie. Toutes les étapes de la politique nazie, ce qui avait fait crier à Hannah Arendt quand elle a assisté au procès d'Eichmann, le mal est dans l'homme. Le mal, c'est l'absence de pensée. C'est l'obéissance. Et en écho, j'aime citer Alain, qui a peut-être eu des défauts, paraît-il, mais qui a quand même dit, penser, c'est d'abord dire non. S'approprier, éventuellement de manière secondaire. Le drame des crimes nazis a été l'obéissance aveugle et la cessation de la faculté de penser. Les professionnels de santé ont participé à toutes les étapes de cette politique, dans les soins et dans la recherche. Et on n'insistera pas sur toutes les atrocités commises au nom de la recherche, ce qui a permis de faire prendre conscience que science et éthique étaient disjointes. Et qu'on peut dire aujourd'hui que si tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique, tout ce qui est scientifique n'est pas obligatoirement éthique. Tout ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique. Évidemment, un mauvais protocole scientifique, c'est pas éthique. Mais tout protocole scientifique n'est pas nécessairement éthique. Il y a eu des découvertes très importantes faites dans les camps de concentration par les médecins nazis. Et même pour aller dans les techniques assez larges, j'ai toujours l'impression que quand on assiste à un saut d'exercice de parachutisme, on devrait observer une minute de silence à l'égard de ceux qui sont morts, pour que ce qui part aujourd'hui un sport ou un sport de combat ait abouti à cette perfection aérienne que nous connaissons. Voilà, nous avons aussi des devoirs comme ça de mémoire. Et puis le procès de Nuremberg est un procès pas comme les autres, unique, parce que c'est le seul procès dans toute l'histoire où les juges ont crié
ils ont crié « plus jamais ça ». Et ces juges qui n'étaient pas préparés à ce travail ont édicté un code. Autrement dit, ils ont d'emblée été saisis par l'urgence et ils ont éprouvé le besoin d'envoyer au monde un message. Ce message, c'est « plus jamais ça ». Plus jamais ça. Donc voilà les règles qu'il nous semble devoir observer dans la recherche scientifique. L'éthique biomédicale est née de la recherche. Et on voit que tout au long de son évolution, il y aura un dialogue permanent entre la recherche et la pratique des soins, l'une et l'autre se fécondant mutuellement. Oui, les juges ont édicté un code. Ce code a été lancé au gouvernement du monde entier. Si ce code n'avait pas existé, les criminels nazis auraient été renvoyés à la justice ordinaire, c'est-à-dire à la justice privée. Peine de mort, prison, quel sens cela aurait-il aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ce code qui a lancé le grand mouvement pris par l'Association médicale mondiale qui a ensuite bâti à Helsinki en 1964, à Tokyo en 1975, des compléments qui se sont ensuite complexifiés et qui ont abouti à l'éthique scientifique actuelle telle que nous la connaissons. Oui, mais nous parlons des nazis, mais qu'en était-il en Occident? Est-ce que les Occidentaux étaient purs? Certes, il n'y avait pas en Occident de politique d'État qu'on pouvait estimer contraire, pour faire bref, aux droits de l'homme, tout au moins dans les démocraties pluralistes, mais il a fallu prendre conscience que les chercheurs américains, français, anglais avaient publié des travaux de recherche tout à fait contraires à ce que nous appelons aujourd'hui l'éthique. Et le coup de tonnerre historique, c'est un article publié en 1966 par Beecher. C'est très émouvant parce que cet article est paru dans le New England Journal of Medicine, un des journaux les plus prestigieux. Beecher a fait un travail de collection, il a colligé une vingtaine de publications où il a estimé que l'éthique était bafouée, que la dignité humaine était bafouée. Injection de cellules cancéreuses dans des hôpitaux psychiatriques, injection du virus de l'hépatite B à des malades chroniques, etc., etc. Et il a publié. Il a envoyé cet article au New England. Le New England l'a accepté. C'est incroyable, puisque ce genre d'article n'aurait pas dû passer dans cet éminent journal scientifique. Et Beecher a été la prise de conscience. Il est très émouvant de regarder cet article en surfant bien sur Internet. On peut le trouver dans sa version originale, et avec le PDF, on a l'impression de le toucher et de le lire. Et c'est vrai qu'il a été un moteur pour une prise de conscience de l'Occident, cet Occident dont je citerai un seul exemple, entre autres, qui est le scandale de Tuskegee dans l'Alabama aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est? Un groupe de chercheurs, en 1932, décide d'étudier l'évolution de la syphilis. Alors, pour étudier l'évolution de la syphilis, il faut avoir des êtres humains, de préférence pauvres, donc des Noirs américains. Ces Noirs américains sont 399 à avoir été enrôlés. On leur injecte le bacille, donc on passe par-dessus le chancre. Ça fait une syphilis secondaire et ensuite on étudie l'évolution de la syphilis. Alors ils étaient tous consentants. Alors, le consentement doit toujours être réfléchi. Ils ont tous été consentants. On leur a dit qu'ils pourraient être traités. C'est vrai qu'à l'époque les traitements n'existaient pas. Ils étaient plus dangereux qu'autre chose. Mercure, bismuth, je ne sais tout ce qui était proposé. Cette expérimentation se poursuit, mais 43,
les Américains disposent de la PNI n'est proposée à aucun d'entre eux. Et c'est en 1972 qu'un membre du staff de cette équipe n'en peut plus et essaie d'alerter. Et puis l'équipe ne l'entend pas. Alors, il passe par le New York Times. Et en 72, dans la livraison du 26 juillet 72 du New York Times, c'est 128 morts, c'est 74 noirs qui étaient encore en vie, 19 enfants qui étaient nés et qui avaient la syphilis, et 40 conjointes qui avaient été contaminées. Eh bien, il a fallu attendre 72 pour que les survivants soient traités. Peut-être que la presse n'en a pas assez parlé des suites. En 1997, il restait 5 survivants et le président Bill Clinton a fait des excuses officielles au nom de l'Amérique. Je crois que ces prises de conscience ont été tout à fait fondamentales dans l'avènement d'une éthique institutionnalisée, et pour faire court, qui est passée par des comités d'abord aux États-Unis. Et comment se sont nourris ces comités? Eh bien, ils ont importé la philosophie des Lumières de la vieille Europe, essentiellement d'Emmanuel Kant, qu'ils ont pragmatisé, comme savent le faire les anglo-saxons. Et ce que la décennie 70 à 80 a donné aux États-Unis, nous l'avons, nous, récupéré en Europe de l'Ouest, à partir des années 80-83, naissance en France du Comité consultatif national d'éthique. Il y avait néanmoins une deuxième racine, qui va être beaucoup plus courte, ce sont les progrès inédits des sciences de la vie et de la santé à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la médecine a fait en 30 ans plus de progrès qu'elle avait fait en 2000 ans. La PNI, les antibiotiques, les corticoïdes, les immunosuppresseurs, les antibiotiques, la réanimation, la radiologie, l'imagerie, les 1000 nouvelles manières de naître. Il est évident que la morale traditionnelle, celle même qui aspire à la déontologie médicale, bien sûr, ne pouvait pas répondre à des questions qui ne s'étaient pas posées. Ces découvertes ont bouleversé les repères moraux traditionnels et ont conduit à cet élan de réflexion que, évidemment, les gouvernements ont jugé bon de faire passer d'abord par des comités nationaux, comités supranationaux, etc. En France, c'est 1983, M. Mitterrand est président de la République, et il est conscient de l'urgence, enfin ses conseillers, manifestement, il les écoute. C'est un décret, maintenant c'est dans la loi, mais c'est un décret. Et il est intéressant de voir que le président fixe 2 missions au Comité consultatif national d'éthique. C'est donner son avis sur les grands problèmes de la médecine et de la santé, donner son avis, et organiser une conférence annuelle au cours de laquelle les grands problèmes éthiques seront abordés publiquement. Le mot public apparaît en 83. Il apparaît timidement sous forme d'une conférence, mais on sent là la source du début d'une prise de conscience que le citoyen devait quand même être concerné. Mais voilà, un comité national d'éthique ne résout pas les problèmes au quotidien. Les problèmes au quotidien, c'est quoi? Eh bien, c'est dans nos villes universitaires des chercheurs qui disent, eh bien oui, voilà, c'est que je vais envoyer ce papier aux États-Unis, maintenant c'est qu'on demande l'avis d'un comité d'éthique. Alors, rien n'était prévu, et naissent alors spontanément des comités d'éthique qu'on a appelés locaux, que Madame Lenoir a ensuite appelé institutionnels d'éthique. Et à Poitiers, le comité institutionnel d'éthique a été créé en 1984. Donc vous voyez qu'il a fallu aller très vite, même dans une petite ville universitaire, parce que c'était un besoin réel. L'éthique, je dis tout à l'heure, est l'avenir de la morale et l'avenir de la loi. Vous voyez que ce n'était pas un vain mot. Il a fallu attendre 1988 pour avoir la loi Hurier-Cérus-Clas.
et des décrets d'application en 91 pour créer des comités de protection des personnes qui sont un modèle unique au monde, alors qu'aux États-Unis, on en était resté aux comités locaux d'éthique. Mais la France est par nature jacobine. Et on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup suivi, même l'avis du comité national, à l'époque présidé par Jean Bernard. Monsieur Jean Bernard s'était déclaré favorable à une forme de reconnaissance des comités institutionnels d'éthique. Et je faisais allusion tout à l'heure à la première rencontre avec Bernard Biulac. Bernard Biulac était alors président de la commission parlementaire, et c'est à ce titre que j'ai été défendre devant cette commission la reconnaissance, comme le voulait le CCNE, des comités institutionnels d'éthique. J'ai relu votre rapport avec plusieurs fois, M. Biulac. Voilà, ben oui. C'est-à-dire, on ne va pas tous les jours à l'Assemblée nationale quand on est un simple citoyen. Et donc, c'est vrai que vous avez eu une capacité d'écoute et que vous aviez transmis cette demande, mais les choses changèrent et la loi Hurier-Seruskla manifesta un mépris absolu pour ces comités, même pas nommés, même pas remerciés, même pas cités. La France, en matière d'éthique concrète, d'éthique du quotidien, a simplement perdu 30 ans. Elle a perdu 30 ans par peur, m'ont dit certains de vos successeurs députés, d'une cacophonie en France des discours éthiques. Imaginez qu'on autorise des gens à parler un peu partout dans le pays, mais alors il n'y aura plus une seule voix. Ce sont vraiment des concepts freinateurs qui ont bien sûr retardé ce mouvement qui a fini par jaillir à partir de la loi de 2004 et qui est la prise de conscience de la nécessité d'une appropriation citoyenne de l'éthique. Et pourquoi l'éthique nécessite une appropriation citoyenne? Parce que l'éthique, elle vit, bien sûr, d'un enseignement d'avis, mais que le Comité national d'éthique le veuille ou non, il est devenu aujourd'hui une autorité de doctrine. Regardez pour les indications sociales de la PMA, même le gouvernement, puisque le comité l'a dit. Or, ça n'est pas dans la philosophie du comité d'éthique. Mais, comme disait Albert Camus, il faut que tout soit simple, comme pour un enfant. Et donc, si le comité a dit top-down, on reçoit ça sur la carafe, et puis on se courbe. Et non, l'éthique, elle réclame des échanges, et elle réclame surtout la confrontation avec la casuistique. C'est l'éthique bottom-up. C'est celle qui se vit au quotidien présent de la société. C'est celle qui se vit dans nos hôpitaux, mais c'est celle qui se vit aussi dans la société tout entière, parce que, effectivement, les questions posées n'interrogent pas que quelques-uns, n'interrogent plus que le monde de la santé. L'éthique biomédicale est élargie aujourd'hui, et l'un des thèmes des États généraux le montre, à ce que nous devons appeler l'éthique du vivant, l'éthique du bios. L'éthique du bios naît en 70, quand von Rasseler-Putter a créé le mot de bioéthique. Il a dit « pour que la vie de l'homme soit le plus longtemps possible sur Terre ». Et Fritz Jarr, en 24, avait dit « bioéthique, je rêve, disait-il, d'un nouvel impératif catégorique, respecte toute vie ». Et il ajoutait « dans la mesure du possible ». Nous savons que les relations entre l'homme et les animaux sont complexes. Mais il avait au moins ce désir dont Albert Schweitzer, grand médecin, mais grand penseur aussi, a été un ardent défenseur. Et la prise de conscience qui s'est faite aujourd'hui dans ce BIOS, eh bien, c'est les liens entre l'environnement et la santé. La prise de conscience des conséquences des activités humaines sur l'environnement
et des conséquences de ces modifications de l'environnement sur la santé de l'homme. Aujourd'hui, évidemment, la mort des abeilles interroge l'être humain. L'être humain ne peut pas penser sa vie biologique, car il est un être de chair. Il ne peut pas penser sa vie biologique en dehors de la vie qui l'entoure, mais aussi de la vie végétale et aussi du monde minéral dans lequel il voit se dérouler sa destinée. Alors du coup, bien sûr, interroger le citoyen convoque à des valeurs. Ces valeurs, nous n'avions pas bien compris. Elles sont issues du siècle des Lumières. Elles ont été exportées aux États-Unis. Elles sont revenues en France. Oui, mais certes, les valeurs du siècle des Lumières, les valeurs fédératrices, ces valeurs initiales du siècle des Lumières sont les valeurs de la République. Et pendant longtemps, on a eu une pudeur à évoquer les valeurs de la République. Or, les valeurs de la République sont celles qui ont inspiré la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1948. Donc ce sont par définition des valeurs universelles. Autrement dit, des valeurs découlent des principes et des principes découlent des droits et des devoirs. Je ne peux pas entrer dans ce dédale sémantique, mais il est vraiment tout à fait capital. Et je crois, d'une certaine manière, que les événements terribles qu'a vécu la France, avec les attentats au cours des dernières années, ont montré d'une manière très vive la manière dont le monde de la santé s'était approprié ces valeurs. En effet, dans ces attentats, le monde de la santé était aux premières loges. Il a vécu les premiers drames. Mais ce que nous appelons l'autonomie, c'est la valeur liberté. Ce que nous appelons principe de justice, c'est la valeur égalité. Et ce que même nous avions repoussé en disant principe de bienfaisance, paternalisme, en confondant tout, mais c'est la fraternité. La fraternité doit être la déclinaison moderne du principe de bienfaisance. Le paternalisme est mort, bien sûr, mais c'est la fraternité, bien entendu, qu'il faut retrouver. La valeur vie, la valeur liberté, la valeur égalité, la valeur fraternité, elles sont mises à l'épreuve d'autant plus que le champ de la bioéthique est le domaine de la fragilité et de la vulnérabilité. Le domaine de la fragilité, c'est-à-dire ce qui peut se casser, et le domaine de la vulnérabilité, c'est-à-dire ce qui peut se blesser, ce qui peut être blessé. Les malades, les accidentés de la vie, les personnes handicapées, les personnes âgées, tout ce qui constitue la précarité, avec tout ce qu'elle a comme conséquence sur l'accès aux soins, eh bien c'est tout ce champ-là qui est concerné par la bioéthique, parce que les citoyens y sont immergés, et parce que les citoyens y sont immergés, c'est bien par le dioptre des valeurs qui nous rassemblent que nous devons essayer de trouver un cheminement. M. Delfrécy avait évoqué la relativité des valeurs et la relativité du bien et du mal, et je ne dirais pas que les valeurs sont relatives. Mais par contre, il y a évidemment des différences dans l'interprétation des valeurs. Mais les valeurs sont immuables parce qu'elles fondent un peuple, elles fondent l'humanité. On ne peut pas remplacer la valeur liberté, mais comment on interprète la liberté? Comment on interprète l'égalité? Comment on interprète? Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu sociétal que nous vivons, c'est celui qui conduit évidemment à une refonte, une reconsidération permanente de l'interprétation de ces valeurs. Et pour cette raison, nous avons besoin de débats et de débats citoyens. Le président de la République, en lançant les états généraux de la bioéthique, avait dit « Nous verrons s'il existe un consensus apaisé ». Je ne veux pas faire de scoop, car je ne suis pas là pour ça, mais il n'y aura pas de consensus. Tout le monde sait que nous vivons
dans une société qui est fracturée. Mais c'est une société qui, malgré ses fractures, a besoin de faire de manière apaisée le constat de ses dissensus. Et je crois que c'est l'enseignement essentiel, puisque nous terminons actuellement avec nos amis de Bordeaux et de Limoges ces débats publics. Nous sommes à la fin. Nous n'avons pas constaté, mais le consensus est actuellement impossible, c'est trop tôt. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord que les gens se parlent. Non pas pour aboutir à une éthique de la discussion, parce que Habermas pensait que l'éthique de la discussion aboutissait à une solution, mais pas du tout, mais à une discussion éthique. D'abord se connaître, d'abord se comprendre, d'abord se dire si l'autre dit ça, pourquoi le dit-il? Cheminer dans les arguments. Et tel est donc l'enjeu de ces débats citoyens qui vont être ensuite livrés, j'allais dire, au monde politique, qui lui aura à décider avec d'autres méthodes de la conduite à venir. Le temps que nous vivons, qui est en train de se terminer pour les régions, qui va continuer, est un temps d'échange, c'est un temps de discussion, c'est un temps de débat, et c'est un temps qui doit nous permettre d'approcher essentiellement la complexité de notre société et ses nuances. Il n'y a pas d'éthique sans tolérance, il n'y a pas d'éthique sans écoute. Il faut se méfier des certitudes. C'est notre capacité à nous écouter les uns les autres qui est d'abord convoquée. Le pouvoir politique prendra ses responsabilités. Mettre un baume sur des fractures, en accentuer certaines, ceci ne nous appartient pas, car l'éthique est par définition impuissante. Et je crois qu'elle doit revendiquer son impuissance comme un gage de sa crédibilité. L'éthique, c'est essentiellement une parole qui se dit. Mais ne croyons pas que les paroles sont sans effet, ce que nous appelons en neuropsychologie la fonction pragmatique du langage, montre que les paroles peuvent être performatives, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire bouger autrui, dire au moins à autrui qu'il y a un autre en face de lui, et du coup modifier un peu son regard, s'adapter à l'autre, ne pas rêver d'un consensus aujourd'hui, mais rêver au moins d'une réalité qui peut être proche, c'est celle de pouvoir se parler. Le tort pendant très longtemps, les premiers débats n'ont lieu qu'en 2008, a été de faire des lois à partir d'avis nationaux qui tombent sur le citoyen. Or, les lois ont besoin d'une appropriation citoyenne, parce que ce qui nous intéresse en éthique, et ce qui peut rassembler les juristes, les philosophes, les médecins, les infirmières, les pharmaciens qui s'intéressent à la bioéthique, c'est l'anthropologie que dit la loi. Quel est le discours sur l'homme? Des dédales de la loi, nous n'avons rien à faire en bioéthique. Ce dont nous avons à faire, c'est qu'est-ce qu'elle dit de l'homme? Qu'est-ce qu'elle dit de notre conception de l'homme? Et est-ce que les lois qui vont être faites, qui risquent d'être faites, vont aller dans le sens de ce qui est l'obsession de la démarche éthique, c'est accroître sans cesse en l'homme ce qu'il a d'humain? Est-ce que ce que nous faisons accroît ce qu'il y a d'humain en l'homme, car l'humanité ne nous est pas donnée. Nous naissons avec des outils d'humanisation, mais l'humanité, elle a à se construire. Et le champ social, comme aimait à le dire Paul Ricoeur, est toujours un visage des champs des vies personnelles. Et l'humanisation se poursuit ainsi de vie après vie à travers toutes les époques. Alors, bien sûr, certains thèmes ont été choisis, et je terminerai sur cette brève énumération. Certains thèmes ont été choisis, mais d'une manière très, très large finalement, à tel point qu'il a été dit que ça pouvait créer du désordre. Et je crois que ce désordre, en fait, n'est que la mauvaise traduction de ce que j'évoquais tout à l'heure sur le thème de complexité. Autrement dit, le travail de ces débats publics va être de proposer au monde politique, nous verrons de quelle manière, car l'exercice est nouveau,
peut-être qu'il faut modifier, peut-être que là, il ne faut pas modifier, peut-être que ça, il faut changer comme cela, mais sur quel sujet, ceci, nous ne le savons pas. Un exemple concret, la loi sur la fin de vie. Faut-il modifier aujourd'hui la loi sur la fin de vie, sachant que la précédente loi a été votée en février 2016, oui, février 2016. Alors cette loi, est-ce que les citoyens la connaissent? Quel effet elle a produit? Qu'est-ce que c'est exactement cette sédation? Est-ce qu'il faut modifier immédiatement? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut... Voilà. C'est tout ce travail d'appropriation citoyenne. Une loi ne vaut que si elle est appropriée. Et l'obsession de la bioéthique, ça fait 2 fois que je dis ce mot, est de remplacer le primat de la loi par le primat de la conscience, le primat de la règle par le primat de la réflexion, le primat de la passivité citoyenne par le primat de sa responsabilité. Eh bien, c'est ce vœu qu'il faut formuler, que nous soyons enfin des citoyens capables de penser, nous le sommes, mais surtout capables d'être entendus. Et ceci, dans une république, est une autre affaire. Maintenant que nous avons en fait une synthèse, on peut dire, sur les concepts tels que ça a été annoncé, c'est important qu'on ait au moins les bases, et ça, ce sont les bases, et qui nous permettent au maximum de douter, encore, qui est beaucoup plus difficile. Maintenant, on en arrive aux questions qui posent problème, autant au comité national, autant aux citoyens que nous sommes. Si tu pouvais aborder 2 ou 3 de ces problèmes que tu connais bien, nous en serions heureux pour commencer éventuellement un débat. La partie qui vient d'être traitée par le professeur Gilles, dont je salue la présence ici parce que nous travaillons constamment avec lui dans le cadre de l'espace de réflexion éthique Nouvelle-Aquitaine, dont il sera le premier directeur de cet nouvel espace avec la nouvelle région. En l'écoutant tout à l'heure, je me rappelais ces séances du Comité national d'éthique, sous la présidence de fait de Jean Bernard, sur la différence entre morale et éthique, avec les interventions particulièrement du père de la Compagnie de Jésus, Vespirène, avec la grande théologienne protestante France Queré, et le grand philosophe marxiste Lucien Sèvres, aussi le philosophe juif Atlan. C'est un débat qui de fait est extrêmement important, car c'est vrai, l'éthique, c'est essentiellement un questionnement, c'est, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure d'Aristote et de l'éthique à Nicomaque, finalement le questionnement sur ce qui est beau et bon pour l'homme. C'est le grand questionnement. Mais que faire? Que faire? Que faire? Je ne veux pas paraphraser Lénine au lendemain du pouvoir, plutôt que là, que faire? Car on est obligé à un moment donné, la cité, les citoyens sont bien obligés de réagir pour organiser. Et je dois dire que moi je me suis trouvé un peu dans ce confluent d'interférences dans les années 70-80, au moment de la mise en place du comité national et de l'émergence du concept de loi bioéthique. D'ailleurs, on a appelé ça loi bioéthique, mais c'est comme ça, bon, vraiment. Alors que c'est un questionnement. Le questionnement est presque antinomique de la loi, qui est normative. Bon, bref. Normalement, quand la loi est votée, on ne doit plus se questionner, mais encore que la loi évolue avec les mœurs, avec les citoyens, avec la société, et que la loi n'est jamais que la loi du moment, par définition. Voilà. C'est pour ça que je me remémorais un peu la situation à cette époque-là, sur des questions aussi banales que, par exemple,
que faire, je prends des exemples très, très simples maintenant, que faire du sperme congelé que quelqu'un a déposé dans un sécosse parce qu'il avait une pathologie cancéreuse, en l'occurrence qu'il allait subir une thérapeutique qui pouvait toucher ses lignées germinatives. Que faire de ce sperme si ce sujet étant mort, sa compagne ou sa veuve vient le réclamer? Le juge, à ce moment-là, ne savait pas que faire. Et vous avez deux affaires très célèbres, l'affaire de Créteil, l'affaire de Toulouse, où dans un cas, on a remis le sperme à la conjointe ou à l'épouse, je ne me souviens pas très bien, par Palex, et dans l'autre cas, on ne lui a pas donné. Ouais, que faire? Également, je me rappelle, pour avoir étudié cette question particulièrement avec Friedman, que faire des quelques, à ce moment-là, 30 ou 35 000 embryons congelés et qui étaient abandonnés dans les centres de procréation médicalement assistée, puisque vous savez très bien que l'on prépare généralement plusieurs embryons dans une PMA pour une FIV, et que les couples peuvent se défaire, un des deux partenaires peut mourir, ils ne veulent plus d'enfants, etc. Et vous avez, même encore aujourd'hui, je ne sais plus combien il y en a, mais peut-être autant d'ailleurs, des embryons congelés. Que faire? Voilà. Donc finalement, quand François Mitterrand a inscrit en 81 dans ses 110 propositions la création d'un comité national consultatif national d'éthique, c'était un peu pour essayer de répondre à ce questionnement. Pour répondre à ce questionnement. Ceci ne veut pas dire, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, vous en avez cité une tout à l'heure, M. Gilles, mais il y avait des lois à visée bioéthique déjà, il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas si vous le savez, mais la première loi bioéthique, elle date de 1949, sur les dons de cornée, voilà, la banque des yeux, qui a été créée par Pouliken. Et ensuite, il y a une loi majeure, qui est la loi Veil, la loi de 75, qui a été une loi qui a particulièrement déchiré la société et l'Assemblée nationale, c'est clair. Si à ce moment-là, la majorité avait été seule, la majorité au gouvernement avait été seule pour la voter, la loi Veil ne serait jamais passée, il faut bien s'en souvenir. De même, la loi Caillavet, en 1976, sur le consentement présumé, qui ne dit mot consent, sur les transplantations et les dons d'organes. Vous en avez parfaitement parlé, cette loi extrêmement importante, Purier-Seruscla, sur la recherche sur la personne humaine, l'encadrement de la recherche sur la personne humaine. Donc il y avait quand même déjà dans l'arsenal juridique français des éléments de loi, plus que des éléments. La loi Veil n'est pas un élément de loi, bien loin de là. Mais bon, il fallait aller plus loin, et il est sûr que les questions que j'ai indiquées tout d'abord, ces deux types de questions que j'ai indiquées tout d'abord, amenaient une attitude, je me rappelle, une attitude un peu triple. Il y avait les savants qui disaient qu'ils ne voulaient pas de loi, qu'on n'encadre pas le savoir, qu'on n'encadre pas la science, qu'il faut laisser aller la science à son train de recherche, que chaque fois qu'on avait voulu encadrer la science, on avait abouti à des régressions épistémologiques, des régressions de savoir, des régressions de pensée, et que cela avait plutôt desservi les sociétés qui s'y étaient employées. Ça, c'était la position des savants. Bien sûr, elle était éminemment critiquable, mais c'est une position. Il y avait la position des médecins, qui est un peu celle que j'indiquais tout à l'heure aussi, c'est que fait-on des embryons congelés? C'est bien joli, mais enfin, il faut bien, que fait-on avec le sperme de quelqu'un qui est décédé quand sa compagne le réclame? Et puis il y avait les juristes. Et les juristes, ils étaient sans état d'âme, il fallait faire une loi béton, une loi totale, une loi petit 1, petit 2, petit a, petit b, petit alpha, petit bêta, où tout serait prévu, encadré, surtout, vous savez que la loi française est une loi positive. La loi positive, nous avons une pensée jacobine et positive, tout doit être prévu, évidemment, par opposition au droit anglo-saxon, qui est un droit
qui se fait au travers d'actes, et dans les actes, après, on fait de la casuistique, on fait de la jurisprudence. Il est sûr que là, c'était cette antinomie, ces trois attitudes. Moi, j'avais été frappé de voir que ces trois attitudes étaient réellement présentes dans l'esprit des personnes, des grands experts que nous rencontrions au Parlement. Alors, on est allé vers une première loi, c'est vrai. On est allé vers une première loi, qui est la loi qui a été votée, comme on le rappelait tout à l'heure, d'abord en 92, petite loi, et loi définitive en 94. Et je n'irai pas plus loin, mais je voudrais dire que l'essence de cette loi, en fait, elle était en plusieurs parties. Il y avait une première loi concernant la sacralisation de la personne humaine, une deuxième partie qui touchait tout ce qui relevait de la PMA et des dons d'organes, et une troisième loi qui traitait des données nominatives de la loi de 1978 dans la protection des données nominatives, particulièrement bien sûr des dossiers et des patients. Vous allez voir, enfin je voudrais terminer simplement sur la contradiction naturelle qu'il y a dans la loi et le questionnement. C'est là où la loi et le questionnement se rejoignent. On n'a pas eu de difficulté, quand on a bâti cette loi, sur la définition de la sacralisation de la personne. La sacralisation de la personne. C'est inscrit donc dans la loi française. Sacralisation, ça veut dire l'individu, le sujet, la personne, à la différence de la chose, de la res, est inaliénable, est intangible, l'intangibilité, élément majeur qui est pour partie, il est vrai, emprunté aux chrétiens, évidemment. Hein, je vous renvoie à Saint Jean sur le nolim étant géré, hein, bien sûr. L'intransmissibilité, l'imprescriptibilité de tout ce qui peut relever de crime à l'égard de la personne. On reperçoit Nuremberg, évidemment. L'indisponibilité, leur commerce, l'extra-patrimonialité. Donc c'est affirmé dans le grand principe de la loi française. C'est affirmé, c'est le frontispice de la loi française, avec ces deux conséquences, l'anonymat, la gratuité et également le consentement. On peut dire trois piliers. Voilà. Et vous voyez naturellement qu'il y a des contradictions qui émergent tout de suite. Vous avez évidemment la loi Veil qui peut être attaquée par cette contradiction, par certains, pas par tout le monde. C'est le statut de l'embryon. L'embryon, est-ce que c'est une personne? Est-ce que ce n'est pas une personne? Le comité national d'éthique, à l'époque, avait retenu d'une façon un peu ignatienne la potentialité de personne. Bon, mais vous voyez la contradiction. On va retrouver sûrement des contradictions comme ça, chemin faisant, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il y a des compromis qu'il faut faire à des moments. Et il y a des évolutions sociétales. Un des compromis ou des évolutions sociétales que l'on va rencontrer, que l'on rencontre dans les débats que nous avons faits, c'est le problème de l'ouverture de la PMA aux couples homosexuels femmes et aux femmes seules. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il faut définir une nouvelle stérilité. Il y a la stérilité pathologique, celle-là, elle relève de la PMA éventuellement, et là, nous sommes face à une stérilité naturelle. Que fait le médecin face à une stérilité naturelle? Normalement, le médecin doit être là pour réparer, remplacer, restaurer. Il n'est pas là, théoriquement, pour aller plus loin. Que faire? Bon, bref. C'est une question d'évolution sociétale. Tout le monde n'est pas d'accord, évidemment, nous le savons, et nous n'allons pas essayer de vous dire qui a raison ou qui a tort, même si nous avons une opinion. Mais néanmoins, c'est d'un côté l'affirmation de cette intangibilité, de cette sacralisation laïque de la personne, et à côté de ça, des compromis qu'il faut faire à des moments de l'histoire, de la société, de l'évolution des mœurs, de la perception des uns et des autres, du détachement que l'on peut avoir vers des conceptions morales, des convictions religieuses. Il y a parmi les couples homosexuels des chrétiens qui veulent avoir une procréation médicalement assistée.
il y a des femmes seules qui veulent une procréation médicalement assistée, qui sont de bonnes chrétiennes. Et ça serait bien difficile de leur dire qu'elles ne sont pas de bonnes chrétiennes. Enfin, c'est pas moi qui leur dirais en tout cas. Donc, il y a toute une évolution qui peut être contradictoire entre des données législatives qui sont basées sur l'histoire et par ailleurs l'évolution de la société qui, elle, est incontournable. Pourquoi ? Parce que l'homme d'hier n'est pas celui d'aujourd'hui et ne sera sûrement pas celui de demain. Je voulais simplement mettre en exergue ces éléments. Et je voudrais terminer par une légère remarque. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous avez dit sur Nuremberg, qui est extrêmement important. Vous avez cité l'affaire de l'Alabama, mais il faut savoir qu'il y en a d'autres. Il faut savoir qu'en Suède, il y a eu des euthanasies organisées bien avant les Allemands, bien avant l'opération, la fameuse opération T4, si je ne me trompe, en Suède, sur des malades mentaux ou des malades incurables. Il y a eu aux États-Unis plusieurs cas semblables dans certains États. Donc je veux dire, il ne faut pas croire que cela n'existait pas avant Nuremberg. Même si à Nuremberg, on a jugé l'extrême de tout ce qui pouvait s'imaginer en termes de mal absolu, plus que de banalité du mal. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Hannah Arendt là-dessus. Je me rallierai plutôt à son ami et philosophe Wilhelm Schramm, qui l'a beaucoup critiqué sur le terme de banalité du mal, car il faut faire une différence entre le mal absolu et la banalité du mal. Voilà, je voulais simplement dire cela. Vous savez que, comme je le dis toujours, l'éthique, c'est le lieu des conflits. Puisqu'il va y avoir des compromis à faire en essayant de ne pas aller vers des compromissions, mais on est avec des personnes qui ont, des convictions, ce qui fait d'ailleurs que toute une partie de la bioéthique, ce sont des éthiques de conviction, et il est difficile de faire avancer les uns par rapport aux autres quand ils sont en opposition, et ça devient très difficile. Mais il y a quand même, par rapport à ce qui vient d'être dit, et qui m'apparaît la plus importante, qui sort de vos deux présentations, c'est la sacralité de la personne humaine. Ceci vient de se dire, et qui a été en définitive à la base des lois de 94, en définitive, et qui pose un énorme problème actuellement. Et je vais essayer, et là, il risque que certains de mes collègues, mais non, je ne suis pas d'accord, nous sommes dans les conflits, donc je n'ai pas obligatoirement la vérité parce que j'ai le micro, simplement. Il y a un certain nombre de progrès avec technologiques, biologiques. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, est-ce que les lois de bioéthique sont pas plus l'effet d'un progrès biologique que d'un progrès médical? Est-ce qu'on est beaucoup plus dans ce qu'on appelle une éthique biologique? Et dans ce cas-là, il y a un grand nom, c'est Angenas. Angenas, élève de Heidegger, qui fait tout un traité sur l'éthique de la biologie. Donc tout ceci pour dire que de la manière dont elle est amenée, en fait, et c'est l'importance de toutes les questions, éthique biomédicale, éthique médicale, bioéthique, ce sont des concepts extraordinairement difficiles, et en tout cas ce que vous avez dit est fondamental, c'est le discernement, le questionnement en quelque sorte qui doit être fait. Alors, les progrès de la biologie nous permettent de couper les gènes maintenant. Ça n'existait pas. Madame Charpentier fait que désormais, qui est une Française, n'est-ce pas, eh bien, prix Nobel. Donc, cela veut dire que désormais, une personne qui a une maladie, pas encore nobélisable, disons, beaucoup en parlent, ça traîne beaucoup. Bon, enfin, ceci étant, le fait de couper un gène pathologique chez des familles qui se transmettent un certain nombre de gènes et qui entraînent bien sûr des handicaps, des problèmes sociaux pas possibles, de maintien à domicile, de garder la personne, des coûts, bien entendu, et qui même entraînent quelquefois la décision d'IVG, y compris chez des personnes qui peuvent être chrétiennes. Eh bien, arrive une nouvelle technique et on coupe simplement, éventuellement, le gène au niveau des cellules souches embryonnaires, tout au début, en définitive, de l'embryon,
Et dans ce cadre-là, c'est la volonté. On risque éventuellement d'éliminer le problème de l'IVG, ne pas avoir un certain nombre de handicapés que l'on produit, qu'on le veuille ou pas actuellement, ayant une possibilité. On est comme pour Tokeji, où on fait évoluer autrement la syphilis, alors qu'on a tout à fait la pénicilline, comme vous l'avez dit, et on n'intervient pas. Donc on se trouve devant une véritable question, et qui remet totalement en question la sacralité de la personne, en sachant que cette sacralité de la personne, elle est surtout française. Parce que quand on regarde les Anglais, ils ont une notion qui est la notion de pré-embryon, qui fait que pendant 10 jours, on peut tout à fait, sans aucun intervenir. On a un certain nombre d'éthiques, en particulier l'éthique musulmane, etc., qui attendent un nombre important, je crois que c'est 40 jours, hein, je crois, où il y a possibilité d'intervenir, où cette masse cellulaire n'est pas obligatoirement une personne. Donc, et ça c'est une des premières questions que je vous pose, alors je sais bien entendu que CRISPR-Cas9, comme on dit, c'est-à-dire cette possibilité de couper désormais un gène, d'éviter tout ce que je viens de vous dire, mais comme toute technique, y compris le simple médicament, on a des effets adverses, donc il y aura sûrement des effets adverses aussi. Et donc la question, est-ce qu'elle se réduit, et c'est la question que je vous pose, pour faire avancer, est-ce qu'elle se réduit à ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et on les fait voter, comme vous le disiez, ce qui apparaît un peu aberrant, ou est-ce qu'au contraire, on l'admet, on l'encadre, et dans ce cas-là, on voit quelles sont les conséquences. Et tant au niveau juridique, on est dans une, comment dire, dans une faculté de droit, je regarde un peu les juristes, c'est-à-dire faire une loi de procédure pénale où c'est interdit, mais un certain nombre de conditions fait qu'on le fait. C'est souvent de cette manière-là que la loi Veil a fonctionné, et la loi Hurier-Sérus-Clair, pareil, il est interdit, mais s'il y a un comité, un consentement, etc. Donc, justement, la question, mais est-ce que c'est pas, et j'en viens à vous deux, est-ce que c'est pas la manière de travailler en définitive, de permettre qu'il y ait de la recherche, d'autant plus qu'on est dans des domaines biologiques, et de voir ensuite ce que cela éventuellement procure, au-delà d'un concept, qui est un concept qui, dans une société, comme l'a dit, plurielle, ne compte plus que pour, en définitive, une partie du monde, c'est-à-dire la France, alors que nous sommes maintenant, par rapport à tout cela, dans une recherche mondialisée et une éthique, comment dire, une politique mondialisée également, ce qui veut dire que derrière, il peut y avoir des médicaments, il peut y avoir un certain nombre. Donc il y a toute une concurrence ensuite, et on risque d'être tributaire d'autres pays si nous ne développons pas nous-mêmes éventuellement des éléments. Qu'en pensez-vous de cette question telle que je la pose, c'est-à-dire une certaine remise en question de cette sacralité qui est, comme l'a dit notre ami, comment dire, qui est la base même. C'est-à-dire c'est la notion de personne telle qu'elle a, et d'ailleurs c'était un compromis, comme vous l'avez dit, entre Lucien Sèvres, entre Patrick Verspieren et France Quéré, qui avait fait un rapport excellent là-dessus, mais qui date d'il y a 30 ans, et il n'y avait pas les avancées de la science. Si vous voulez bien répondre. Je crois que c'est un sujet difficile, parce qu'en fait, il comporte plusieurs stratifications. La première, c'est liberté individuelle versus société. En effet, nous vivons dans une société qui a un courant qu'on peut appeler libertarien, qui est beaucoup plus puissant aux États-Unis. Et au fond, chacun est libre de faire ce qu'il veut pourvu qu'il ne nuise pas à autrui. Donc il y a une libre disposition, et ça rejoint un peu ce qu'on peut appeler l'éthique minimaliste. Depuis la mort dramatique d'ailleurs de Rowan Ojian, il y a
jeune qui a eu sa thèse, qui fait quand même un buzz, qui est Peggy Sastre, et qui a repris là-dessus un flambeau très puissant, disant fichez-nous la paix, laissez-nous faire. Mais que chacun fasse ce qu'il veut. Alors, évidemment, que chacun fasse ce qu'il veut, mais quelles sont les actions qui n'engagent qu'un être humain isolé, ou quelles sont les actions qui engagent la société? Par exemple, libre disposition du corps et enfant. On voit très bien que aujourd'hui le courant libertarien englobe l'enfant dans le corps et au fond fait de l'enfant une possession. On peut dire, attention, la libre disposition du corps n'est pas la libre disposition de l'enfant, puisque l'enfant est un autre. Et donc on voit que sur un sujet aussi important que celui-là aujourd'hui, qui se discute, des indications sociétales, et après tout, bon, ben, je fais l'enfant comme je veux, dans la manière que je veux, etc. Et nous, on l'a vu un peu dans les débats, on a fait une recherche sur le mot bonheur. Et qui est très, très intéressante parce que bonheur d'avoir un enfant, bonheur de l'enfant. Mais alors, voilà, on voit que, évidemment, le piège de cette éthique minimaliste, c'est que les limites du corps sont floues par définition. Les limites de la personne sont poreuses. Évidemment, si quelqu'un décide de se couper une main, on comprend bien que ça n'engage peut-être que lui. Quoique, s'il est père de famille, il perd son métier et il ruine sa famille. Bon, on peut trouver des situations, mais voilà, nous vivons... D'autre part, on constate aussi, dans le domaine de l'art, des indications sociétales, par exemple, de la procréation médicalement assistée, que l'accès à la technique est une chose, mais nous sommes en France. Quid de la prise en charge? Or, si on lit les multiples articles de presse qui sont parus, l'Express, il y a une dame qui a dit « Ah ben si j'avais pu accéder, j'aurais économisé 3 000 €. » Autrement dit, il y a un engagement de la société sur l'intégration sociétale. On voit bien que le courant libertarien, chez nous, se heurte à l'anthropologie française, qui fait que si je dis le président, les députés, l'exécutif, enfin rien ne se fera sans lui, décide d'étendre la procréation médicalement assistée aux indications sociétales, se posera obligatoirement le problème du financement. Or, ce financement, il ne peut être que collectif. Parce que si ça n'est pas financé, c'est une atteinte à l'égalité. On dira, c'est toujours les riches. Alors on dit, il faut légaliser en France pour pas qu'on aille à l'étranger, mais si en France c'est payant. Donc vous voyez qu'on est piégé dans le collectif et on est piégé dans le sociétal. Et qu'au fond, le courant libertarien va bien aux États-Unis. Et je termine sur le CRISP, sur les ciseaux génétiques. C'est vrai que les ciseaux génétiques, il y a des premiers papiers qui sont un peu inquiétants, parce qu'on coupe à peu près, mais on ne coupe pas toujours où il faut, et ça coupe à côté, et il y a des désordres, mais surtout, il y avait là un accord fondamental des chercheurs qui est, on ne touche pas au génome transmissible, on touche aux cellules somatiques, à leurs gènes, mais rien qui se transmette, parce que du coup, ceux qu'on fait avec les ciseaux génétiques vont se transporter de génération en génération. Donc même si on encadre, en disant aux chercheurs, ben voilà, vous êtes chercheurs, vous avez un bon programme, on va vous laisser faire, oui, mais il engage l'humanité derrière lui. Et on ne se sort pas de cette intrication entre l'humain et l'individu, enfin, l'individuel et le social, quoi. Voilà. Ce que vous dites, c'est très intéressant parce que... Mais ça n'existe pas que là.
Ça n'existe pas que là. Je vous rappelle qu'au début, on croyait que c'était la femme qui était infertile. Et d'ailleurs, dans beaucoup de sociétés, on l'excluait, on la bannissait, parce qu'elle n'avait pas d'enfant. La stérilité, au début, a énormément gagné, justement, de l'histologie, tout qui a permis de montrer un tout petit peu les spermatozoïdes en fonction de, etc. Au-delà de cela, quand une personne, grâce à la technique, peut faire une ICSI, tout simplement un spermatozoïde qu'on fait rentrer dans un ovule, par une petite pipette. Le fait qu'il y ait une petite pipette fait que ce spermatozoïde ne serait jamais rentré autrement dans la cellule, il rentre, et c'est celui du mari. Mais il transporte, bien sûr, la stérilité masculine. Si c'est un enfant, ensuite, on va de la même manière avoir des enfants qui... Ce qui veut dire que, et c'est comme un médicament, vous avez un médicament, eh bien, vous avez plein d'effets adverses au médicament. Vous prenez un comprimé d'aspirine, on pourrait dire que l'aspirine, c'est pas... Je vous avouerai franchement que c'est une des drogues les plus intéressantes. On s'en s'est servi avant de connaître son mode d'action. Quand même assez étonnant avec les prostaglandines, tout, etc. Donc, et vous pouvez avoir une allergie à la suéphirine et éventuellement mourir. Voilà. D'un choc anaphylactique ou n'importe quoi. C'est pas pour autant qu'on ne fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est en effet dans les compromis dont vous parliez qui m'apparaissent importants. Et là, la réflexion, les arguments que vous donnez sont en effet importants, et c'est eux qui permettent, dans un débat comme ici, l'argumentation du débat. C'est-à-dire que la plupart des personnes, elles ne sont pas d'un côté, ben moi je suis plutôt de ce côté-là que de l'autre. Le problème, ce n'est pas des émotions. Le problème, c'est en fonction des arguments. En effet, dans la mesure où les scientifiques sont amenés à m'apporter tel et tel argument, eh bien, nous pensons que... Je me rappelle quand on a abordé le problème du diagnostic préimplantatoire, qui n'avait pas d'ailleurs été inscrit dans la première loi bioéthique, qui a été rajoutée, je crois, dans la première révision des lois bioéthiques, hein, je crois, c'est ça, voilà. 10 ans après. Voilà, 10 ans après. Donc, la question, vous le savez, dans le diagnostic préimplantatoire, dans des familles où il y a un fort risque d'avoir des maladies, généralement c'est des maladies monogéniques, comme la chorée d'Huntington, la mucoviscidose, certaines myopathies, eh bien, on peut faire un tri de gamètes avant la fille. Et c'est par définition, ça rentre dans les contradictions qu'on a indiquées tout à l'heure, c'est un acte pur d'eugénisme. C'est de l'eugénisme à l'état pur. À l'état pur. Mais que faire? Là encore, que faire? Toujours que faire? Donc ça a été rajouté après dans des conditions très encadrées, dans des centres agréés. Il n'y en a pas, je ne crois, il y en a que 4 ou 5 en France, je ne sais plus, il n'y en a pas énormément. Bon. Donc, finalement, on a utilisé la science pour éviter ce genre de situation dans une famille où vous avez déjà un enfant mucoviscidosique ou une chorée d'Huntington. C'est peut-être pas utile de recommencer. Le ciseau de Madame Dudna et de Madame Charpentier, le CRISPR-Cas9, on n'en est pas là tout à fait, car on est loin d'une situation où on pourrait l'appliquer, même si les Chinois tentent actuellement de l'appliquer, et les Américains aussi. Ah oui. Mais le jour où on sera sûr, le jour où on sera dans la même situation de connaissance que par exemple pour le diagnostic préimplantatoire, que fera-t-on? Voilà. Que fera-t-on? Point d'interrogation. Je crois que ça sera très difficile. Voilà, moi je pense que la pression de la société et de la connaissance risque à ce moment-là régler le problème, c'est tout. Bon, c'est tout. Moi je suis pragmatique, et pas anglo-saxon, mais un peu quand même en l'occurrence. Voilà. Il y a sûrement des questions. Tenez. Vous avez particulièrement bien exprimé l'évolution qui existe entre la notion de morale, qui va structurer des espaces de liberté et de responsabilité réciproque, mais surtout qui va structurer le droit. Et le passage progressif à la notion de l'éthique, qui, elle, va ouvrir la notion du droit et de la morale vers le concept, justement, de ce qui est légitime, le passage du licite au légitime. Et donc, l'amplification des notions à la fois de l'équité et d'un sens de la justice dans une société.
Alors, pourriez-vous, on va dépasser la notion de bioéthique. Nous aimerions avoir votre avis sur une question qui est triple. Dans cette dimension, l'éthique est-elle une expression de la notion de la transgression et de l'art de la transgression, qui va dépasser justement les notions de tradition, de morale? Et est-elle aussi un reflet de l'évolution d'une conscience collective et de la conscience d'une société? Et si oui, l'éthique, le degré éthique d'une société, peut-il être considéré comme un marqueur de la maturité de cette société? Je crois que, en ce qui concerne la transgression, il faut dire qu'il y a deux conceptions de la transgression. Il y a la transgression théorique, c'est-à-dire celle qu'on peut imaginer mais qu'on n'a pas les moyens d'éprouver. Et puis on a l'évolution de la recherche qui, accroissant le champ d'application de la médecine, de la biologie, mais déplace sans cesse les limites. Et en fait, nous ne sommes pas là dans une transgression coextensivement morale, mais nous sommes dans des limites qui peuvent être poser des problèmes éthiques et moraux quand ça touche effectivement à quelque chose qui peut s'appeler l'homme, la conception de l'homme. Le problème, bien sûr, aujourd'hui, c'est ce que j'évoquais comme étant non pas la relativité des valeurs, mais la manière d'interpréter les valeurs. C'est surtout la manière de déplacer les limites de la transgression. Et de dire, vous voyez, ça, c'est pas encore une transgression. C'est pas du tout ça. L'intégration sociale de la PMA, c'est tout à fait prototypique. Ou bien je dis, ben non, ben ça n'est pas une transgression, puisque de toute façon, j'ai les capacités scientifiques de le faire. Je peux prendre des spermatozoïdes, je peux inséminer avec ces spermatozoïdes, congeler un des ovules d'un couple de femmes homosexuelles, procréer un embryon, et cet embryon le mettre dans l'utérus de l'autre. Ah, voilà. Mais si vous décrivez ça comme ça, vous pouvez décrire ça comme quelque chose de naturel, puisque possible par la science. Mais si vous faites intervenir une certaine conception de l'homme, et ce qu'on a vu dans les débats publics, ce que certains ont appelé les conditions naturelles, qui font que la vie humaine, chez les mammifères, c'est gamète mâle, gamète femelle, etc. Et que donc, du coup, la conception de l'homme fait que le couple homosexuel est, ce que vous disiez, naturellement infécond. À ce moment-là, effectivement, le rendre fécond ne relève pas simplement d'un artifice que la science rend possible, mais d'une transgression du sens de l'homme. Et c'est ça tout le problème, tout le débat éthique est là, précisément. Parce que si je le considère comme une possibilité scientifique, ben, je suis dans le possible, ben, je vois la science, et je ne transgresse pas, ou bien alors je décide que je transgresse. Et c'est finalement, d'une certaine manière, l'intervention d'un besoin inhérent de l'homme qui est la spiritualité. C'est-à-dire quel sens ça a. Quitte à dire que ça n'en a pas. Vous voyez ce que je veux dire? La spiritualité, ça peut dire je ne trouve pas de sens. Donc, très bien, je peux le faire. Ou le sens de l'homme que j'ai. Et je crois que ce sont ces limites qui sont mobiles, les valeurs ne changeant pas, et c'est là-dessus qu'on a besoin de débattre. La transgression, c'est un... Enfin, pas toujours, ça dépend quel type de transgression, mais en biologie, en l'occurrence, on peut dire que c'est un progrès qui n'est pas encore banalisé. Oui, bonsoir, Laurent Bloch, je suis juriste. Donc j'avais juste quelques questions, mais d'un point de vue prospectif. Je voulais savoir s'il y avait déjà des réflexions autour de questions telles que le transhumanisme, l'homme augmenté, le recul de l'âge de la mort, parce qu'on parle beaucoup de la fin de vie, mais est-ce qu'on ne va pas parler de la fin de la mort? On a toujours le sentiment que la réflexion éthique, elle intervient a posteriori. Alors est-ce qu'on ne peut pas finalement anticiper parfois ce genre de choses et réfléchir avant, plutôt que de réfléchir après? Parce qu'il
il y a toujours le sentiment désagréable, parfois, que quand ça va être notamment la loi qui va intervenir, qu'elle empêche le progrès, qu'elle empêche la science. Alors que si elle intervenait en amont en posant un cadre, peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas toujours ce sentiment, notamment chez les chercheurs, que la loi est par nature castratrice. Le livre de Laurent Alexandre sur la mort de la mort, c'est... Bon, il y a quand même un côté provocateur, je veux dire. Mais dans les thèmes qui nous ont été donnés par le Comité national d'éthique, il était indiqué qu'il y avait bien sûr les neurosciences en général, il y avait l'intelligence artificielle, l'utilisation des big data. D'ailleurs à Bordeaux, nous avions pris les big data aussi comme un des deux thèmes avec la PMA. Il y avait l'homme augmenté indirectement. Alors, il est sûr que ce courant de la vallée, c'est le fameux courant des visionnaires de la vallée, autour de Peter Diamandis, de Kurzweil, de Larry Page, de Verbeek, ces visionnaires de la vallée, qui sont dans une logique aujourd'hui excessive, parce que quand on regarde où en est l'intelligence artificielle, on est de 1 à 4, on est à peine à 2, quoi, dans les deep learning machines. Bon, est-ce que dans les implants, par contre, il y a d'énormes travaux qui sont faits sur les implants cérébraux. Ça, c'est sûr que les gens de la vallée font des travaux extrêmement importants sur les implants cérébraux, chez l'animal, pas chez l'homme, hein, mais encore que je pense qu'on pourra le faire assez vite, hein, car il faut collecter à la fois les signaux corticaux ou envoyer des signaux aux neurones corticaux. C'est dans les deux sens, dans les interfaces cerveau-machine. Puisque dans l'homme augmenté idéal, il pourra y avoir des implants avec des connexions de l'individu, avec des clouds qui pourront lui apporter les morceaux de connaissances qu'il n'a pas pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Bon, écoutez, ce sera pour les prochaines lois bioéthiques, quoi. Mais je pense pas que soyons vraiment à la veille d'une transgression majeure, mais il est sûr que ces gens-là le croient. Ils écrivent qu'on résoudra sans problème les problèmes de reconstituer à la fois les images, ça se comprend très bien au niveau du cerveau, de reconstituer les mouvements qui seront faits et de reconstituer les idées. Ça, c'est quand même autre chose. Et certains même vont plus loin d'être capables de jouer ou d'intervenir au niveau du libre arbitre. Donc ça, il est sûr qu'on rentre dans une autre approche. Mais enfin, les gens sérieux prennent quelques distances avec ces affirmations. Mais bon, il est sûr que les machines seront plus puissantes, ça c'est sûr. Là-dessus, la loi de Moore est très largement dépassée. Ça c'est clair. Les machines seront très puissantes. Maintenant, être capable de reconstituer le libre arbitre ou de créer un nouvel libre arbitre dans un individu par des implants cérébraux, ça c'est autre chose. Une chose qui me frappe, c'est qu'on parle encore régulièrement de ces objections qui consistent à dire ça se fait ailleurs, et pourquoi pas chez nous, et la recherche va prendre du retard dans notre pays, etc. Je trouve que par rapport au questionnement éthique fondamental dont parlait le professeur Gilles, c'est de la cuisine technico-commerciale et que ça doit passer très largement après le questionnement fondamental. Donc c'est vraiment une question qu'on ne devrait pas se poser de prime abord. Pour revenir à l'éthique des pratiques, le consentement, vous n'avez pas employé le mot, mais il est important ce mot. C'est ce qui permet d'ailleurs, je vous rappelle quand même que le consentement, il date, comment dire, de 1933, par le Reichstag, avant, et justement où il y a l'obligation, à chaque fois qu'on fait une recherche, 1933, donc de faire à chaque fois l'épreuve du consentement de la personne. D'ailleurs, tout Nuremberg
les juristes américains ont été en 10 points d'exprimer ce qu'est un consentement, etc. Eh bien, on est 40 ans plus tard, pour montrer que la polémique est partout, y compris dans le consentement, qui arrête d'être la base de la réflexion éthique. On ne peut pas dire qu'on est ennuyé avec des problèmes économiques ou autres, là. Eh bien, ce consentement, il y a une notion qui s'appelle la littératie. La personne qui l'a exposée l'a fait ici à Bordeaux, rappelez-vous, il y a 2 ou 3 mois. C'était Chantal Bouffard, qui montre qu'au Canada, certes au Canada, il n'y a que la moitié des personnes qui sont capables de comprendre un consentement. Alors on peut dire c'est parce que les Canadiens peut-être... mais non, nous ça serait pareil, je le suppose. Et, chose très importante qu'elle nous a amenée dans cette conférence il y a 2 ou 3 mois, je me permets de relier, c'est lorsqu'il y a de l'empathie, du temps passé, eh bien, dans ce cas-là, plus particulièrement, le taux de littératie diminue. C'est-à-dire, ceux qui n'auraient pas compris comprennent, même s'ils n'ont pas les éléments de structuration, de pensée qui leur permettraient de donner un conseil. Alors, avec des pratiques, avec la tarification à l'activité, où on n'a pas le temps, etc., vous ne croyez pas qu'il y a un certain nombre de contradictions? On peut se dire cela. Deuxième contradiction importante pour l'éthique de tous les jours, l'éthique quotidienne. Loi de 2002. Loi de 2002, c'est la loi du droit des patients et de la qualité du système de santé. Pour la fin de vie, ou pour les maladies chroniques, ce qui est encore plus important, puisqu'on aura de plus en plus de maladies chroniques. On part du principe qu'une personne de confiance pourrait, en rentrant même dans la vérité de la relation médecin-patient, y compris bousculant un peu le secret médical, qu'il y aurait la possibilité, comment dire, que la personne, au fur et à mesure qu'elle défaille, il puisse y avoir une voie pour l'aider, la personne de confiance. On a même été jusqu'à des directives anticipées. 20 ans plus tard, parce que ça c'est 2002, on est en 2018 à peu près, 16 ans plus tard, 2% des personnes ont une personne de confiance. 2% ou 3% des directives. Ce qui est rien du tout, même que ça serait 5%. Ça n'est pas acceptable, d'autant plus dans des services où ce sont des maladies chroniques. Il y a là des problèmes de fond, je me permets de les noter là, qui sont d'éthique au quotidien, tels que vous les présentiez tout à l'heure, vous voyez ce que je veux dire, qui demandent à ce que les praticiens soient amenés plus particulièrement à avoir une certaine empathie vis-à-vis de leurs patients. Mais si je dis ça, c'est pour montrer peut-être, pour aller dans votre sens, peut-être que la loi n'était peut-être pas le bon outil par rapport à une recherche, comme vous l'avez dit, qui va beaucoup plus vite que la loi. Et on risque très rapidement de se retrouver dépassé alors que la loi va être votée. Donc, on a quand même de grosses questions à se poser. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est pas ça. Mais on a de quoi réfléchir, et dans cette notion de bioéthique telle que vous l'avez présentée, je crois qu'il est important de bien se rendre compte, et vous l'avez bien signifié, comme quoi il y a une éthique du quotidien des différents praticiens. Et ce qui est important, c'est qu'ils aient une réflexion personnelle par rapport à ce qu'ils font, une véritable éthique de l'action. Et vous avez cité Paul Ricoeur, on est tout à fait en définitive dans ce champ-là. Je vous propose maintenant, si vous le voulez bien, de continuer avec l'espace régional d'éthique qui est actuellement en train de se construire et les différents espaces actuels pour continuer les états généraux et la réflexion. Parce que là, vous allez, si vous le voulez bien, en fonction des éléments qui vous ont été apportés là, vous avez les bases en quelque sorte. Et donc maintenant, les débats peuvent avoir lieu ensuite. En tout cas, tout le monde était heureux ici pour dire qu'il fallait qu'il y ait débat et que ce soit des débats citoyens. En tout cas, bravo.